Libération, France Monde, NASA, juillet 2015. Des astronomes ont découvert Kepler 452b, une nouvelle exoplanète qui pourrait être similaire à la Terre. Elle se situe à 1400 années-lumière et est supposée pouvant être habitable. Je me suis alors posé 3 questions. Est-ce que ce sol regorge de richesses identiques à celles de la Terre? Existe-t-il la même dualité entre les êtres humains? Les êtres sont-ils de couleur de peau identique? Les premiers instants de l'univers. L'étude du ciel par les astronomes montre l'existence d'amas d'étoiles dont les plus lointains s'éloignent de nous à une très grande vitesse. L'univers est donc en expansion et son histoire débuta il y a environ 15 milliards d'années par un événement primordial baptisé Big Bang. Le Big Bang. Article Voix du Nord du 18 mars 2006. Les astrophysiciens ont détecté la signature lumineuse du Big Bang, ce qui tend à confirmer cette théorie de la création de l'univers en une fraction de seconde, après l'explosion initiale d'une boule de la taille d'une bille il y a environ 13,7 milliards d'années. Le système solaire et la planète Terre. Le système solaire est né il y a 4,6 milliards d'années de la condensation d'un nuage de gaz et de poussière, une nébuleuse. D'abord, une supernova subit une concentration gravitaire avec une température qui augmente des bords les plus froids vers le cœur pour devenir le Soleil. La Terre. Son âge est de 4,55 milliards d'années. Distance Terre-Soleil environ 150 millions de kilomètres. C'est une sphère légèrement aplatée au pôle. Rayon moyen 6370 km. Circonférence à l'équateur 40 075 km. Surface 510 millions de kilomètres carrés. L'atmosphère de la Terre est composée de 78% d'azote, de 21% d'oxygène et de 1% d'oxyde de carbone. Hydrosphère. Une abondante masse d'eau couvre plus de 2 tiers de la superficie du globe, soit 363 millions de kilomètres carrés sur une profondeur moyenne de 3,8 km, ce qui fait un volume d'eau de 1350 millions de kilomètres cubes. Biosphère. La vie est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Grande biodiversité avec environ 5 millions d'espèces animales et végétales, pouvant atteindre 50 millions avec la richesse de certains habitats coralliens et des forêts humides en zone tropicale.
En toute théorie, l'époque carbonifère a environ 360 millions d'années. L'ère primaire traduit l'explosion de la vie aussi bien sous l'eau qu'hors de l'eau, comme en témoigne le fossile d'un batracien à quatre pattes qui atteignait 1 mètre de longueur. La formation du charbon. Selon les théories, l'époque carbonifère a environ 360 millions d'années. Premier temps de la formation du charbon. D'énormes quantités de débris végétaux, faits de bois, d'écorce, de feuilles, de spores et d'algues microscopiques s'accumulent dans un site géologique propice sous une faible profondeur d'eau. Deuxième temps. À la suite d'un affaissement du sol, les débris végétaux sont recouverts par des dépôts terrigènes plus ou moins grossiers. Troisième temps. Ainsi que vous pouvez le constater sur le croquis, sur ces dépôts va se reconstituer une nouvelle végétation. Quatrième temps. À l'abri de l'air commence la fermentation de la houille végétale. Lentement, les sédiments végétaux s'enrichissent en carbone, tandis que diminuent les autres substances. La surface du sol n'étant pas stabilisée, le cycle recommence. Développement de la forêt, affaissement et formation d'une couche de charbon, de nouveau dépôt d'alluvions stériles, comblement de la lagune et reprise de la végétation. Il faut savoir que les cataclysmes se sont poursuivis à répétition durant des milliers d'années. Suite au tremblement de la terre, la végétation et les eaux furent enfouies. C'est ainsi que des feuilles de provenance végétale furent incrustées dans le toit ou plafond des veines de charbon. Nous trouvons des squelettes de poissons imprégnés dans le toit, au sac de Divion et à la fosse d'Auchel, de la veine poissonnière, ce qui prouverait que jadis la mer venait jusque dans cette région. La préhistoire est l'ensemble des événements concernant l'humanité depuis la découverte des premiers ossements fossiles d'hominidés jusqu'à l'apparition de l'écriture et de la première métallurgie. La préhistoire est divisée en deux périodes. Le paléolithique, entre 4 millions d'années et moins de 1000 ans. Le néolithique, entre 10 000 ans et 2000 ans. La maîtrise du feu apparaît vers moins 400 000 ans avec l'homme des grottes de Totavel en Pyrénées orientales et de Terra Amata dans les Alpes-Maritimes. Les premières peintures rupestres sont décrites sur les parois des grottes profondes, gisements datés entre 32 000 ans à Chauvet en Ardèche et environ 17 000 ans à Lascaux en Dordogne. Les tailleurs de silex façonnent des lames aux tranchants acérés. La lame est devenue nécessaire aux activités quotidiennes et elle s'avère nécessaire aux chasseurs. Le paléolithique, c'est l'âge de la pierre taillée. Il dura plus de 2,5 millions d'années.
L'âge du bois dura des millénaires depuis la conquête du feu vers environ 380 000 ans avant notre ère. Vers 150 000 ans, entre Douai et Arras, vivaient des mammouths. 9 000 ans avant Jésus-Christ, cerfs et sangliers remplacèrent les mammouths sur l'ensemble de notre territoire. Telle était la conséquence du changement de climat. De froid et sec, ce dernier devint plus chaud et humide. Le niveau de la mer monta et les glaciers régressèrent. Peu à peu, sur ces vastes étendues, la nature reprit ses droits par la renaissance d'immenses forêts. Grâce à la flamme et au bois, la vie des hommes se trouva transformée. Ces immenses forêts, magnifiques ressources naturelles, furent de tout temps, de juste droit, consumées sans aucun souci. Au XIIe siècle, les prospecteurs de charbon sont des paysans grattant leurs champs pour arracher des pierres noires destinées à un usage domestique. Ils n'attaquent que les couches affleurant le sol. Ils s'avancent dans la couche lorsqu'elle est située à flanc de coteau et travaillent avec des outils rudimentaires. Au XIIIe siècle, dans le sud du Massif central et dans d'autres régions telles que l'Hérault, Alès et Carmont, des affleurements de charbon découverts par l'érosion des terrains étaient déjà exploités à flanc de coteau. Au XVe siècle, à Saint-Étienne, plusieurs exploitations avaient vu le jour. Plus proche de nous, dans le Boulonnais, vers 1650, quelques privilégiés se chauffaient déjà au charbon de terre qui affleurait en surface. Charbon pauvre, charbon fumant, charbon responsable de 1000 maux, mais charbon convoité. La richesse du Nord et du Pas-de-Calais se trouve dans son sous-sol. Je vous propose un bras d'histoire sur sa découverte. Il ne faut surtout pas oublier que sans l'exploitation du charbon, qui occupa des milliers d'hommes de la région et venus d'ailleurs, beaucoup n'y seraient pas nés. Par le traité des Pyrénées en 1659, imposé par Mazarin, a mis fin à 25 années de guerre avec l'Espagne. Victoire diplomatique qui rendit le Roussillon et l'Artois à la France, ainsi qu'un nombre de villes ou de places fortes en Flandre, dans le Hainaut et au Luxembourg. Par le traité d'Aix-la-Chapelle, le 2 mai 1668, la France rétrocède la Franche-Comté à l'Espagne, mais garde les 12 places fortes de Flandre. Ces gains territoriaux ne furent pas négligeables. Une bonne partie de la flotte maritime, avec les villes de Furnes, de Newport, de Bergue et la Flandre wallonne, avec les villes de Douai, Lille et Tournai. Flandre wallonne, avec les villes de Douai, Lille et Tournai. Ce n'est donc qu'en 1668, suite au traité d'Aix-la-Chapelle, que les frontières se sont stabilisées. La ville de Valenciennes n'a été rattachée à la France que suite au traité de Nimègue en 1678. Le bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais est une prolongation sur le plan géologique du bassin houiller belge. Il s'étend de Valenciennes jusqu'aux collines de l'Artois sur 120 km de long et 4 à 12 km de large et s'approfondit en formant un synclinal. Légende sur la découverte du charbon. Écoutez-moi, braves gens, et vous ne mourrez plus de froid durant l'hiver.
sous le mont d'Anzin, gisent d'énormes tas de pierres noires qui brûlent comme des tiges de colza. Ainsi se serait exprimé en 1720 Jean Hulot, maréchal ferrant de Métier. En vérité, au XVIIe siècle, résonnèrent les noms de Desandrouin et Taffin que Larousse assez curieusement ignore. Ces deux hommes consacrèrent leurs efforts et leur argent à la recherche du prolongement du bassin du Hainaut autour de Valenciennes. Après 4 années de déboires, la première découverte du charbon maigre se situe en février 1720 à Fresnes. C'est en juin 1734 que la housse grasse fut rencontrée au sud de Fresnes dans une fosse d'Anzin. En 1778, on a trouvé du charbon à Niche. En 1841, le charbon fut découvert à Wagny. Dès lors, la prospection s'est poursuivie de l'est à l'ouest d'une bande charbonneuse nommée Bassin du Nord et du Pas-de-Calais. Le 3 février 1720, de la pâture de Jean Collard à Fresnes, à la recherche d'eau de Madame Declercq en 1841 à Wagny, naquit une très grande aventure. Des fosses appartenant de riches propriétaires terriens jaillirent du sous-sol, formant des compagnies privées qui devinrent des unités de production à partir de la nationalisation datant de 1946. Cartographie des limites des communes du bassin minier, ainsi que celle des concessions minières. À l'ouest du bassin, il y avait le groupe d'Auchel, le groupe de Bruy-en-Artois, le groupe de Béthune, le groupe de Liévin, le groupe de Lens, le groupe d'Enanitar et le groupe de Wagny. À l'est du bassin, le groupe de Douai qui s'étendait de la fosse dite de Leforêt à la fosse de Cesval de Sommin. Le groupe de Valenciennes qui s'étendait de la fosse Agache de Fenin à la frontière belge. En évoquant le charbon et ayant l'esprit créateur, ce jour, j'ai la joie de vous présenter une légende imaginée en 2003, donc une légende de l'après-mine, jamais divulguée. Le 13 juin 1846, suite à un sondage du sous-sol effectué à l'Escarpelle par M. Soyer, géomètre de Cambrai, qui avait conclu que si le bassin houiller se prolongeait au-delà de la Niche, il devait passer par Vred pour se diriger vers Équerchin. Le décret du 9 août 1892 fixa les limites des concessions. Bien que le sous-sol de Vray contienne du charbon, ainsi que l'indique ce texte, il fut interdit de l'exploiter. Constat. La limite de concession indiquée en jaune sur le plan prouve qu'à partir de Plinérage jusqu'à la Scarpe, la zone est préservée. 157 années après la conclusion de M. Soyer, fort de ces informations,
Un groupe de nains, après avoir pris connaissance des archives, parmi lesquelles était exposée la photo de Jean-Pierre Laine, prisonnier d'un espace de 50 centimètres, avait conclu que le monde souterrain était fait à la taille des pygmées et que l'heure était venue pour tenter l'aventure. En présence du hibou, sous les yeux médusés de la grenouille, un soir, silencieusement, ils s'accaparèrent de ma propriété et creusèrent un puits pour rejoindre l'entrée de ma mine. Dans son cufa, retenu par une poulie, le plus petit des nains se préparait à la descente, pendant qu'un autre, déjà, amenait des bois d'étayage. Quelle organisation! Très vite, ils se retrouvèrent à front d'abattage dans cette mine de Vred. Pour ne pas laisser trace de leur passage, le plus âgé des nains évacuait les déblais à l'aide d'un panier. Très fiers, ces mineurs amateurs, après avoir découvert la veine de charbon, chargèrent quelques gaillettes dans une berline que le herscheur ramena vers l'entrée. Content de ne pas avoir été trompé par le contenu des archives, tous remontèrent alors qu'il faisait encore nuit. Le hibou ainsi que la grenouille, préférant ne pas être témoins de ce secret, disparurent. Pendant que le herscheur poussait la berline chargée de la gaillette, comme des contes de fées, en présence du hibou dont ils ont exigé la présence afin de témoigner, le nain, situé à gauche, tel un magicien, fit jaillir une lumière artificielle afin de mémoriser à jamais cet instant de gloire. Le jour étant levé, sachant que je suis un lève-tôt, ne souhaitant pas que je les surprenne, ils repartirent sur la pointe des pieds en apportant cette jolie gaillette et traversèrent ma propriété pour disparaître sans laisser de traces. Après cet intermède, voyons le reflet de notre région du Nord et du Pas-de-Calais. Dans le monde antique, les esclaves furent numériquement l'élément le plus important de leur population. Descendants d'esclaves ou prisonniers de guerre, vendus sur le marché méditerranéen, ils furent acquis par l'État ou par des riches propriétaires et assuraient tout type de travaux. Au XVIe siècle, la traite de noirs devint un commerce lucratif. Nantes et Bordeaux furent des ports négriers via les Amériques. La Révolution abolira l'esclavage, mais Napoléon Ier le rétablit. L'esclavage ne sera supprimé qu'en 1848, pendant la Seconde République. Bref historique de la condition ouvrière. Au Moyen Âge, le servage en France prit naissance avec la féodalité. Le serf est attaché à la terre qu'il cultive et qu'il ne peut quitter. Son sort est proche de celui de l'esclave. À partir du XVIe siècle, le servage fut remplacé par le métayage. Avant la Révolution de 1789, les ouvriers furent occupés au sein d'une corporation ou dans une manufacture. Turgot avait supprimé les corporations en 1776, mais elles furent rétablies dès son renvoi.
le décret Allard en 1791 stipule qu'il sera libre à toute personne d'exercer une profession à la seule condition de payer une patente. La loi Chapelier en 1791 interdit aux ouvriers d'une même profession de se réunir pour discuter de leurs intérêts professionnels. Dès 1830 naquirent les revendications ouvrières. À partir de 1830, le développement du machinisme entraîne la concentration des entreprises. L'emploi des machines permet l'utilisation d'une main-d'œuvre inexpérimentée, donc peu payée. Le travail des femmes et des enfants se généralise. La misère de la classe ouvrière est effroyable. Journée de travail de 16 heures, salaire dérisoire. Il faut savoir que le 22 mars 1841, le travail des enfants de 8 à 12 ans était de 12 heures par jour. En effet, les députés avaient précisé qu'il fallait habituer les enfants à éviter la paresse. D'autre part, si en 1848 l'esclavage fut aboli en France, suite au texte que Victor Schœlcher, député des Antilles présentant à l'Assemblée nationale, une autre forme d'esclavage avait pris naissance au fond de la mine. La vie du mineur n'avait aucune valeur. Pour les compagnies, seuls les bénéfices des actionnaires comptaient. Une jolie région et terre d'accueil pour le travail, critiquée par ceux qui n'y vivent pas. À chacun ses références. Quel est le motif qui a poussé Émile Zola à donner ce titre? Le mot a une résonance historique et révolutionnaire. Germinal était le mois d'avril dans le calendrier révolutionnaire. C'était le 12 Germinal en 3, c'est-à-dire le 1er avril 1795, que le peuple affamé envoyait la Convention pour réclamer son pain. Présenter Germinal aux populations minières de 1975, c'était un peu une gageure de la part des responsables du centre d'animation culturelle de Douai. Il ne faut pas oublier, en effet, que le célèbre roman d'Émile Zola est presque centenaire à cette date, puisqu'il fut publié en 1885. Avant de l'écrire, l'auteur était venu passer une quinzaine de jours dans le bassin minier du Nord pour mieux s'imprégner de l'atmosphère qu'il régnait dans les coraux d'alors. Il était même descendu dans les travaux du fond de la fosse Renard à Denain. Il avait vécu sur place le début de la grande grève de 1885 aux mines d'Anzin. Mais Zola, sans doute impressionné par ce qu'il avait vu et entendu, n'en s'était pas tenu là. Il a préféré situer les personnages de ce roman 20 ans plus tôt, c'est-à-dire vers l'année 1865, avant que ne soit promulguée la loi interdisant le travail des femmes et des enfants au fond de la mine et la loi autorisant la constitution des syndicats ouvriers. Compagnie d'Anzin, Fosse Renard, 1884. L'épreuve de force s'est conclue au profit de la direction de la mine. Affamés par 8 semaines de grève et encerclés par l'armée, les mineurs, par crainte de perdre d'emploi par la venue de frontaliers, sont redescendus sans avoir fait aboutir la moindre revendication. 56 jours d'arrêt pour aboutir à un échec. La résistance de la compagnie d'Anzin a eu pour but de baisser la puissance syndicale. Ce mouvement, durci par la présence de femmes qui, accompagnant les grévistes,
et empêchant de descendre ceux qui voulaient travailler, fut maîtrisé principalement par la faim. En 1885, Germinal, la pièce adaptée par William Busnach du roman succès d'Émile Zola, fut interdite au théâtre. La décision fut prise par le ministre de l'Instruction publique René Coblet. Celui-ci a suivi les conclusions de la commission d'examen qui a dénoncé la pièce comme une œuvre socialiste dont la création risquait de troubler l'ordre public. Il est vrai que celle-ci, fidèle au roman, aborde avec violence et sans le moindre biais les conflits du travail dans le cadre d'une mine ressemblant par trop à celle d'Anzin. En octobre 1993, beaucoup ont visualisé Germinal, le film de Claude Berry qui souleva nombreuses polémiques. En effet, déconcerté, aucune famille de mineurs ne s'y est reconnue. En avril 1670, Louis XIV amena la cour et visitait les places fortes du Nord. Au dire, ce voyage fut un vrai cauchemar. La pluie n'avait cessé de tomber. Les carrosses s'embourbèrent et les bagages tombèrent dans l'eau boueuse d'une rivière en crue, empêchant tout passage. Il a fallu repousser chemin et faire halte dans une ferme isolée. Là, pas de repas royal, mais un potage figé par le froid. La nuit, pas d'étiquette, dortoir et matelas fait de paille pour tous. Ainsi est toujours jugée notre région du Nord et du Pas-de-Calais. Depuis Louis XIV, depuis Germinal, encore ce jour, certains parlent d'un pays noir et brumeux. En 1943, Édith Piaf avait chanté « Coup de grisou ». Voici un extrait de ses paroles. C'était un homme sans condition, un type qui n'avait pas d'ambition. Pourtant, mon Dieu, qu'il était fort. Il travaillait au charbon dans les villes noires du Nord. On l'avait appelé coup de grisou. Un jour qu'il était en colère, il avait mis sauce dessus, sauce dessous, tout un bistrot. Probable que ça lui ressemblait, puisqu'il a tout foutu par terre. À force de peiner dans le noir, il n'aimait que la couleur du soir. Le soleil lui brûlait les yeux. Le grand jour l'empêchait de parler. C'était un Dieu dans l'obscurité. Un Dieu bien triste et malheureux. Coup de grisou aimait une fille aux cheveux roux, roux comme les sermons des vignes. Elle l'emmenait dans les moissons. Elle l'a trompé par un beau jour avec un qui aimait le ciel bleu. Avec un qui aimait le ciel bleu. Quand Coup de grisou a tout appris, il travaille au fond du puits, tout luisant de reflets tout noirs. Pendant 10 secondes, il n'a rien dit. Puis d'un seul coup, ça l'a pris. Ah, ce n'était pas je voulais voir. Rien qu'à l'entendre, on se demandait si le diable n'était pas sous terre. Probable que ça lui ressemblait, puisqu'il a tout foutu par terre. Quand le vrai grisou s'en est mêlé, à eux deux, ils ont fait sauter la terre, la mine et tout le fourbis. Au bout de 3 jours, on l'a remonté
avec sa part d'éternité. Et quand on l'a sorti du puits, la lumière se moquait de lui. Le soleil donnait un gala pour l'embêter une dernière fois. Mais Coup de Grisou était guéri. Il avait épousé la nuit. Ce pays, tel qu'il fut, on le disait noir, c'était une fourmilière géante. De l'est à l'ouest du bassin minier, des bruits fusés de partout, prouvant que le travail est une richesse. Avec ma petite pension que je touche tous les 3 mois, ça fait pas des millions, mais un plus pauvre que moi, avec mes bons de charbon et mon médecin gratuit, je vis dans les corons, à l'ombre des terrils, je vis dans les corons, et malgré tout ce qu'on dit, y a pas plus heureux que moi, dans ce noir pays, dans ce noir pays. Pour preuve, admirez ce paysage que vous ne verrez plus jamais, appartenant aux mineurs de fond. Admirez cette vue panoramique du groupe Auchel-Brouet qui regorgeait de puits de charbon en partant d'Auchel vers Marle et de Bruy-en-Artois à Écourt. De ce monde englouti, il ne reste que quelques terris, véritables montagnes noires, que les étrangers métiers crapahutent allègrement, sans savoir qu'il a fallu des milliers de bras musclés pour les élever, ainsi que des torrents de sueur. Ce jour encore, celui qui n'est pas d'ici, ainsi juge notre région. Les noirs terris, les corons noirs, les gueules noires, le brouillard du nord et ses nuages noirs. Ni les gens, ni le paysage ne ressemblent à un tableau mal brossé. Demande quelles étaient dans les années 50, nos cités sont devenues depuis éclatantes et fleuries. Imprégné par la rudesse des femmes et des mineurs de Germinal, un commercial venu du pays de Loire fut surpris de découvrir un autre spectacle. Pas de coupe-gorge, des enfants jouaient et s'égayaient comme partout ailleurs. Des cités fleuries, faites de briques rouges, campaient fièrement, prouvant qu'il ne faut pas se référer aux ondits des porteurs de rumeurs. Des femmes et des hommes respectables répondaient avec un sourire de bienvenue au bonjour de celui qui n'était pas d'ici. À juste titre, le commissaire divisionnaire Jacques Maréchal a réagi concernant un reportage publié dans l'Express numéro 2806 du 11 avril 2005, dans lequel un article de 16 pages présentait une image désastreuse des habitants de Douai et de Lens, à savoir, parmi les moins diplômés, le moins de cadres, ayant le plus de femmes rondes, parmi les plus passionnés de jeu, les plus grands buveurs de bière,
les plus grands consommateurs de whisky, etc., etc. Quant à moi, en juillet 2009, j'avais hébergé pendant 3 jours une reporter de ce journal venue faire un reportage. Mais ceci est une autre histoire. Un article de presse daté de 6 mars 2011 attira mon attention. En effet, un membre du conseil scientifique affirme que le terme bouillon rouge viendrait de la couleur politique de la région et pourrait venir du fait que les mineurs aimaient beaucoup le vin rouge. D'après cette spécialiste, qui pour moi n'en est pas une, seuls les mineurs du Pas-de-Calais étaient des ivrognes. À vrai dire, en 1963, pendant un stage de surveillant à la Fossette d'Oudin, j'ai eu le plaisir de faire connaissance avec des véritables bouillons rouges. Ils résidaient du côté de Ferfailly et me contèrent que jadis, lorsqu'ils étaient transportés par le train, ils venaient et repartaient avec leurs boyaux de couleur rouge, de crainte qu'ils ne disparaissent. En réalité, à moins d'un miracle, d'une cafetière ne pouvait couler le vin. Qui jadis n'a pas savouré son café dans un verre? Un régal que fut cette boisson chaude qui permettait à chaque mineur de se désaltérer après 10 heures de cachot. Grâce au charbon, mais surtout au courage des mineurs, le Nord-Pas-de-Calais s'est peuplé et s'est développé industriellement. Après la Deuxième Guerre mondiale, cette richesse nationale a contribué indéniablement à la reconstruction de la France. Mais il ne faut pas surtout oublier que sans ce minerai, beaucoup de nous seraient nés ailleurs. Le 4 juin 1998, au cours d'une émission télévisée, un candidat de Montpellier avait adressé ce message. Un salut filial à mon fils, actuellement en exil dans les brumes du Nord. Quelle délicatesse! En 2005, au cours de l'émission La ferme des célébrités, où je n'en ai trouvé aucune, une question fut posée à l'un d'eux empreint de stupidité. Il s'était permis de chanter « T'as pas voulu aller au stade Bollard? T'as pas raison, ça pue le carbone. Quelle intelligence !» Le Nord-Pas-de-Calais. C'était au temps où l'homme, digne de son nom, avant le lever du soleil, se dirigeait vers son puits de charbon pour gagner de quoi remplir la marmite familiale. N'oublions pas que le charbon réchauffa le derrière de toute la nation et développa son industrie.